de se retrouver sur cette plateforme pour discuter des sujets inépuisables. La semaine passée, Hicham a insisté sur le fait que la méthodologie, ce n'est pas la méthode. C'est la méthode et autre chose, c'est plus que la méthode. C'est l'articulation de l'argument, de la théorie et de la méthode en même temps. C'est ce qui permet de justifier, d'un point de vue théorique, une posture méthodologique. Aujourd'hui, pardon? Aujourd'hui, est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur, on vous entend. Ok, très bien. Aujourd'hui, on va revenir à cette question, mais avec une autre perspective. C'est aussi de voir que la méthodologie, c'est cette articulation entre une technicalité et une conceptualisation, c'est-à-dire une méthode et une théorie. En discutant de l'articulation ethnographie-théorie et de voir comment une perspective théorique peut induire, il peut déterminer une certaine posture ethnographique et vice-versa. Comme vous le savez certainement, l'ethnographie, c'est qui vient d'ethnos et graphine, qui veut dire description, étude descriptive des ethnies, des groupes ethniques, a émergé de façon un peu, je dirais, professionnelle. Et je reviens sur le mot plus tard, sur le mot professionnel, au XXe siècle. Avec l'émergence, et c'est là où on voit justement comment une posture théorique va déterminer en quelque sorte une perspective méthodologique, avec l'émergence de ce qu'on appelle le fonctionnalisme au XXe siècle. Je disais de façon professionnelle parce que l'ethnographie, ainsi définie comme la description des ethnies, des groupes ethniques, c'est une méthode qui a été utilisée par les anciens, par les Grecs, pendant la civilisation islamique, avec le Bayrouni notamment, avec le Bayrouni qu'il appelle Dirasat al-Umam. Donc, Dirasat al-Umam, c'est exactement le mot d'ethnographie. Et ce que implique, selon le Bayrouni, cette Dirasat al-Umam, elle implique une présence sur les lieux, une observation in situ, et il a une phrase assez puissante avec laquelle il ouvre son livre sur l'Inde. Il appelle Walaysa al-Khabaru kal-Ayyan. Donc, l'observation s'impose comme une méthode pour décrire les pratiques, les institutions, les croyances d'un peuple, d'un groupe ethnique. Donc, je disais, elle a émergé avec le fonctionnalisme comme une méthode, je dirais, assez réfléchie et presque institutionnalisée. Le fonctionnalisme, en soi, c'est une réaction à une autre posture théorique qu'on appelle l'évolutionnisme. Justement, le fonctionnalisme est venu pour dire que les pratiques, les institutions, les croyances ne doivent pas être considérées comme des survivances d'une époque ancienne, mais doivent être étudiées
et observée dans la société même. Autrement dit, si l'évolutionnisme considère que les institutions sont les institutions, la culture, avec tout ce que le mot englobe, ça veut dire religion, croyance, tout ce que le mot englobe, ce que le mot englobe, sont considérés dans leur perspective évolutive. Et les évolutionnistes sont intéressés par trouver les survivances, ce qui survit à des anciennes époques. Par exemple, des institutions, ce qu'on appelle des institutions archaïques aujourd'hui, de certaines pratiques de la magie, considérées, je dirais, archaïques, sont dans la perspective évolutionniste, bien sûr. Ce n'est pas la mienne, mais celle des évolutionnistes. Ce sont des survivances des anciennes cultures. Et en étudiant ces survivances, on peut comprendre les cultures anciennes. Autrement dit, ce qui intéresse l'évolutionniste, c'est davantage les sociétés anciennes que les sociétés présentes. Alors que le fonctionnaliste, il est davantage intéressé par la société dans laquelle il fait ses études, qu'il observe, et donc il est intéressé par le fonctionnement, non pas par les survivances, mais par le fonctionnement des institutions, par le fonctionnement de certains éléments de la culture, par le fonctionnement des pratiques, par le fonctionnement des croyances. Comment ces pratiques fonctionnent? Quel est le rôle qu'ils remplissent dans cette société? Autrement dit, ça veut dire qu'ils ont toujours une utilité, contrairement à l'évolutionniste. Ils ont toujours une utilité, une fonction persistante, et parce qu'ils remplissent une fonction déterminée, qu'ils sont toujours pertinentes, ces institutions. Donc, parce qu'ils remplissent des fonctions essentielles à l'organisation sociale. Et là, on trouve chez les fonctionnalismes une certaine analogie, ce qu'on appelle l'analogie organistique, inspirée de la biologie. Et justement, on trouve toujours les traces d'une certaine sociologie vitaliste avec Auguste Comte. Donc, l'image d'une société, c'est l'organisme qui est composé avec un ensemble d'organes. Ce sont des organes qui sont connectés l'un avec l'autre. Donc, les organes, la société, c'est l'organisme dans sa totalité. Les organes, ce sont les institutions. Ce sont les éléments de la culture, de l'institution, des pratiques. Et ces éléments, ces organes, ils remplissent un rôle dans cet organisme. Justement, ils sont vitaux. Ils sont vitaux pour le fonctionnement de l'organisme dans sa totalité. Donc, étudier la société, c'est comme étudier un organisme avec les éléments constitutifs de cet organisme. Et comment ces organes fonctionnent, ces éléments constitutifs de la société fonctionnent. Et comment, en fonctionnant, ils permettent à la totalité de fonctionner, qui est l'organisme. Donc, ce qui est important dans cette perspective, les institutions ne peuvent plus être prises de façon isolée, mais elles doivent être considérées dans leur relation avec les autres éléments et avec la totalité. Ce faisant, la question importante pour le fonctionnaliste, et là on voit l'articulation ethnographie et théorie, l'évolutionniste, la pratique l'évolutionniste,
hein, il va aller chercher ce qu'on appelle les survivances, les traits de la culture qui survivent d'une époque. Ils sont d'avant, et ce n'est pas nécessairement à travers l'observation qu'ils font ça. Ils ne sont pas obligés d'être présents. Donc, ils se basent essentiellement sur des documents, sur des voyages, sur des récits de voyageurs, etc. Des historiens notamment. Ils collectionnent les survivances pour essayer de comprendre hein, comment une société ancienne fonctionnait. Alors pourquoi le fonctionnait? Parce qu'elle est intéressée par le fonctionnement d'une institution au sein des sociétés et par les liens que cette institution entretient avec les autres institutions. Donc, elle est de facto hein, obligée d'être présente pour observer le fonctionnement de cette société. D'où l'émergence de ce qu'on appelle l'observation participante. C'est en observant les déploiements des institutions in situ qu'on peut la décrire et la rendre compte tout en la reliant avec les autres pour comprendre le fonctionnement du tout, qui est le social, le socius, la société. Et alors, ce qui est intéressant, il y a l'observation s'impose parce qu'on est davantage intéressé par le fonctionnement d'une institution. Quand je dis institution, il ne faut pas le comprendre dans sa conception restreinte. Quand je dis institution, la parenté, c'est une institution, la famille, c'est une institution, certaines pratiques religieuses, par exemple, comme la sainteté, c'est une institution, hein. La magie, les pratiques liées à la magie, c'est une institution. Donc, l'institution, hein, ce sont des regroupements hein, qui fonctionnent dans un contexte social. Donc, ce n'est pas l'institution dans son terme restreint. Et donc, quand on est intéressé par aussi bien l'institution que par les rapports que cette institution entretient avec les autres institutions, il y a une forme de structuration qui émerge. Il y a une forme d'instructuration, de structuration qui émerge. C'est-à-dire, on va essayer de comprendre quelle est la structure de la totalité. Si le fonctionnalisme est davantage intéressé par le fonctionnement de l'institution per se, bien sûr dans ses connexions avec les autres institutions, mais pas nécessairement d'essayer d'en dégager des systèmes, des structures. Le structuro-fonctionnalisme, lui, qui dérive justement du fonctionnalisme, est davantage intéressé par les structures. C'est-à-dire, en étudiant une institution, on ne l'étudie pas en telle, mais en l'étudiant pour comprendre le fonctionnement de la totalité du système, la structure globale. Mais cette structure, et là, parce que c'est important de le préciser, elle est dégagée à partir de l'observation des cas spécifiques, des observations des cas spécifiques. Des observations, et à partir de ces observations, des observations, et à partir de ces observations, on dégage une structure. Il s'agit là d'une inférence inductive. À partir des observations spécifiques, on va essayer de comprendre ou de dégager une structure fonctionnaliste. Comment les institutions fonctionnent, ça c'est une étape fonctionnaliste, mais comment ces institutions, aussi en fonctionnant, forment une structure. Et cette structure, une fois dégagée à partir de l'observation des cas spécifiques, elle permet
d'expliquer en retour le fonctionnement d'autres cas. Mais, précisément, c'est une forme de structuration dégagée à partir de l'observation des cas spécifiques. Pourquoi j'y insiste? Parce que cela la distingue d'une autre forme de structuration, ce qui est le structuralisme. Et donc le structuro-fonctionnalisme, qui est vraiment la continuité des fonctionnalismes, est à distinguer de façon claire du structuralisme stricto sensu. Parce que le structuralisme, contrairement au structuro-fonctionnalisme, il n'est pas essentiellement basé sur une réalité empiriquement observable. On n'est pas nécessairement tenu à faire des descriptions détaillées de la réalité à partir des observations du social pour en dégager des structures. On peut notamment faire quelques cas, et à partir de ces cas restreints, on dégage une loi, et cette loi qui est la structure qui permet d'expliquer le tout. On est davantage ici dans une posture déductive. Il ne s'agit plus d'une inférence inductive, mais d'une posture davantage déductive. Je dis davantage déductive parce que, quand même, il y a une part de l'induction, parce qu'on commence déjà par l'observation de quelques cas. Donc, on dégage un modèle qui est, comme je viens de le dire, est appuyé par des matériaux empiriques, certes, mais il n'est pas le reflet de la réalité, contrairement au structuro-fonctionnalisme, pour qui la structure est le reflet de la réalité sociale. Monsieur, le son a été coupé. Zakaria? Je crois qu'il a perdu la connexion. Professeur? Oui. Je crois que... Je pense qu'il a un problème de connexion. Oui, oui, il va bientôt se reconnecter. En attendant, si vous avez des questions par rapport à ce qui a été présenté jusqu'à présent, n'hésitez pas à les poster. Voilà. Il y avait un problème de connexion. Oui. Hicham. Oui, welcome back. Ok. C'était un problème général ou c'était spécifique? Non, 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 juste de ton côté. Ah, d'accord. Donc, je partage. Il est toujours partagé le... Non, non, il faut partager. Si, l'écran est partagé, mais on ne voit pas la présentation. Partagé, oui, voilà. L'écran est partagé, il faut juste... voilà. Maintenant, c'est bon? Oui, super. Ok. Alors, je ne sais pas à quel moment je vous ai perdu exactement. C'est que tu étais dans le point qui dit que selon le structuralisme, pardon, j'ai éternué, que les structures ne sont pas empiriquement observables. Okay, très bien. Donc, justement, c'est pas...
Très bien. Donc, contrairement aux structures au fonctionnalisme, où la structure reflète la société, reflète une réalité sociale, parce qu'elle émane d'une description détaillée d'une réalité observable socialement. Pour le structuraliste, le modèle dégagé à partir, bien sûr, de quelques matériaux empiriques, il n'est absolument pas le reflet de la société ou de la réalité sociale. Pourquoi? Parce que ce qui est la réalité véritable, hein, ce que le structuro-fonctionniste croit observer et détecter au niveau social, hein, il n'est pas la plus manifeste. Donc il faut un modèle intellectuel, il faut dégager un modèle intellectuel, hein, intellectuel, un modèle intellectuel, hein, pour essayer de rendre intelligible cette réalité. Donc c'est tout à fait l'opposé des deux. Et pour revenir au rapport ethnographie théorie, c'est que le structuro-fonctionnel, il fait de l'observation, il fait la description détaillée. Pour le structuraliste, il peut dégager, hein, ces modèles, pas nécessairement d'une réalité observable, mais à partir de l'analyse du langage, par exemple, un langage mythique, par exemple. Et donc, il n'est pas, hein, un structuraliste, il peut ce qu'on appelle un armchair anthropologiste, hein, qui peut rester, étudier par exemple une collection de mythes qui ont été collectés par un autre ethnographe dans une époque, en faire l'analyse structuraliste pour essayer de comprendre comment fonctionne l'esprit humain. Et à partir de là, on essaie de comprendre la réalité, la rendre intelligente. Donc ces deux démarches théoriques sont complètement différentes, mais qui déterminent des perspectives de posture méthodologique différentes. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que j'insiste, parce que quand on élabore un cadre théorique, ce cadre théorique il doit être articulé, hein, articulé de façon bien argumentée sur une posture méthodologique. Il arrive parfois que le cadre théorique dit une chose et la posture méthodologique dit une autre. Donc, je viens de le dire, un modèle doit être élaboré. Et ce modèle, contrairement aux structures au fonctionnalisme, hein, il n'est pas une simple abstraction de l'observable, des phénomènes observés, des réalités, hein, observées socialement. Il vient, et c'est la posture structuraliste, d'une intuition davantage fondamentale, plus fondamentale. Ça veut dire, quand on dit il vient de l'entendement. Hein? Donc le modèle, il vient de l'entendement. On va y venir. Et avec ce modèle, le chercheur peut expliquer la réalité. La plausibilité d'un modèle,
Professeur Zakaria, je pense que vous avez un problème de connexion. Non, parce que je suis dans la maison, il n'y a pas de wifi, donc je me suis connecté au téléphone et chaque fois qu'il y a un appel, ça déconnecte. Donc, Ah oui, oui, je comprends désolé. parfaitement. Et donc, à partir de ce modèle, on peut produire ce qu'on appelle une famille de modèles, hein, qui permettent d'expliquer un nombre plus nombreux et plus élargi de faits. Donc, c'est toutes les perspectives. Il y a une inférence inductive à partir de l'observation, mais hein, et une posture davantage déductive, hein, qui part de l'élaboration d'un modèle pour expliquer le social ou les faits sociaux. Et alors, le but ici, ce n'est pas de comprendre comment fonctionne le social. Hein. Bah, le but, c'est ça. Mais l'intuition profonde dont on parlait, c'est de découvrir. Hein, allô? Oui, est-ce que vous pouvez. S'il vous plaît, laissez vos micros éteints. C'est alors de découvrir les universaux, hein, de la pensée humaine. Donc la structure, contrairement aux structures au fonctionnalisme, la structure, elle n'est pas dans le social, hein, mais elle est dans l'esprit humain. Et on essaie de comprendre comment fonctionne l'esprit humain, on peut comprendre certains faits sociaux. C'est considérablement différent. Et la posture méthodologique aussi, hein, est complètement différente. Une fois un modèle élaboré, on peut le prendre et l'appliquer, hein, sur certains phénomènes. Et la structure n'émerge pas de notre observation du social. La structure, elle est appliquée au social. Donc l'accumulation de faits par l'observation, hein, est inutile parce qu'on ne peut jamais, avec cette accumulation de faits sociaux, arriver à notre but qui est, hein, d'assembler les manifestations, toutes les manifestations du même phénomène. Pour cela, il faut un modèle pour comprendre la manifestation. Une fois qu'il y a un modèle, un seul, on peut comprendre la manifestation, les manifestations d'un phénomène. Donc, on n'est pas censé collecter les données, et les faits sociaux, de multiplier la collecte de données. Donc, on peut sélectionner, choisir, et ça, qui on décide, je ne sais pas, les plus significatifs. Les phénomènes, les manifestations les plus significatives. Les analyser de façon exhaustive pour construire ce modèle. Et ça, en retour, une fois le modèle dégagé, on peut expliquer, lire, comprendre, interpréter les phénomènes du même ordre. Donc, une fois ce modèle est élaboré, à partir de ce nombre restreint d'expériences, il acquiert une validité universelle. Cela rappelle justement l'expérimentation scientifique. À partir de quelques expériences, on dégage, par exemple, comme la loi de la gravité universelle, hein, on n'est pas obligé à l'infini, c'est ça le modèle, on n'est pas obligé à l'infini
multiplier les observations des corps qui chaque fois chutent. Une fois qu'on fait quelques exemples, on comprend qu'il y a un modèle. Hein, à partir de ce modèle, on essaie de comprendre. Une fois élaboré, on dégage le modèle de la gravité qui permet d'expliquer tous les phénomènes. Ici, je donne une citation de Lévi-Strauss. Commençons par une expérience ethnographique. L'idée, c'est de faire un inventaire plutôt de ce qu'on appelle les mental patterns, les patterns mentaux. Et ça, c'est justement pour réduire le nombre d'observations, essayer de comprendre le pattern, mental pattern, comment le mental fonctionne, l'esprit humain fonctionne, pour essayer de comprendre justement la réalité sociale. Donc, il y a ici, je dirais, une posture positiviste. Positiviste qu'on trouve dans les sciences naturelles, les sciences physiques en général, les mathématiques. D'ailleurs, le structuralisme, l'une des grandes inspirations du structuralisme, ce sont les mathématiques. Contrairement au fonctionnalisme, inspiré davantage par la biologie, c'est la métaphore biologique. Ici, on se trouve davantage dans une métaphore physique et mathématique. Élaboration de modèles, d'équations, parfois d'équations, des modèles qui permettent d'expliquer le social. C'est justement contre cette posture positiviste. Quand je dis positiviste, je veux dire qu'il y a une rupture, une séparation entre le sujet et l'objet. Le sujet, qui est l'anthropologue, le sociologue, le structuraliste en général. Le structuraliste, il peut être aussi un linguiste, il peut être aussi un économiste. Le structuralisme, on le trouve dans tous les domaines, de tous les champs des sciences sociales. Donc il suppose, à partir de cette posture positiviste, il suppose une rupture entre le sujet, le structuraliste ici, et l'objet, c'est-à-dire le phénomène social observé. Parce que c'est dans l'esprit humain, c'est-à-dire c'est un modèle élaboré par le structuraliste lui-même, indépendamment des faits sociaux, qui permet en retour d'expliquer une variété de phénomènes sociaux. Donc il y a une rupture entre sujet et objet, claire et nette. Et ça, c'est le modèle scientifique en général. Il y a un objet, il y a un sujet, le chercheur, l'expérimentateur qui expérimente sur des objets d'expérimentation, de laboratoire. Je pousse, bien sûr, ici je pousse à l'extrême le parallélisme. Mais il faut nuancer, bien sûr. Le structuralisme n'est pas un agent de laboratoire. Mais la rupture entre sujet et objet est presque la même. C'est contre cette posture qu'un autre courant. Donc, vous voyez ici, vous voyez, théorie, méthodologie, là, et l'un influence l'autre, et puis vice-versa. Post-structuralisme, justement, s'insurge quelque part contre cette posture positiviste
cette posture scientifique, scientiste, je dirais, l'idée qu'on peut découvrir des lois générales. L'idée qu'il y a une rupture radicale entre objet et sujet. Donc, le post-structuralisme, l'idée du post-structuralisme, c'est d'aller au-delà de cette relation rigide, de cette logique rigide, hein, qui permet de décrire tout aspect de la réalité sociale, soit en langage, en anthropologie, en psychoanalyse. Bien sûr, la psychoanalyse aussi, elle a un côté structuraliste, ou bien l'économie. Ici, il y a Butler, l'une des anthropologues justement qui s'inscrivent dans cette posture post-structuralisme. Post-structuralism is thus animated by the rejection of the claims of totality and universality and the presumption of binary structure opposition. Donc, c'est les oppositions binaires structurantes, hein, qui occultent, en quelque sorte, obscurcissent et occultent les ambiguïtés, les entre-deux, les régions grises, les tensions. Donc cette dichotomie, elle permet d'occulter tout ça. C'est justement le post-structuralisme essaie de comprendre quelles sont ces ambiguïtés. Au-delà des dichotomies élaborées par le structuralisme, c'est-à-dire, justement, si vous vous amusez à faire des opérations structuralistes, vous voyez, tout se base sur les opposants. C'est des oppositions, c'est des dichotomies, hein, des oppositions plus, moins, hein, l'ensemble des oppositions asymétriques ou bien symétriques, des oppositions symétriques. C'est-à-dire, l'idée, c'est de comprendre comment fonctionne l'esprit humain. Et à partir de ça, on peut comprendre comment fonctionne, hein, l'acteur social. Et alors, le post-structuralisme veut aller au-delà de ces oppositions. L'une des oppositions que je viens de citer, c'est justement objet-sujet. On ne peut plus, dans la posture post-structuralisme, assumer cette dichotomie nette et claire entre un sujet savant et un objet de savoir. Un sujet connaissant et un objet de connaissance. Le sujet fait partie de la relation. Le sujet et l'objet forment une relation. Et on ne peut pas comprendre, justement, on ne peut pas soustraire le sujet de cette équation dans la compréhension du phénomène social lui-même. C'est ce que certains appellent reflexivity, la réflexivité. Donc, le post-structuralisme est fondé ou basé sur le concept de overdetermination. C'est quoi overdetermination? C'est ce que je viens de dire.
c'est d'assumer l'absence des fissures, des cassures, des ruptures, des hiatus entre discours et l'objet de discours, entre le sujet d'où émane le discours et l'objet de ce discours lui-même. Et l'implication est énorme. Cela veut dire quoi? Tout simplement, le discours, ou bien le sujet d'où émane le discours, c'est-à-dire celui qui fait des théories, des modèles théoriques, qui conceptualise le social, cela veut dire qu'on ne peut plus, c'est-à-dire que la théorie ne peut plus être séparée de la réalité, ni non plus la réalité peut être séparée de la théorie. Et ça, c'est des applications énormes. La théorie, justement, émerge de ce rapport avec le réel. Et le réel incarne, embody en quelque sorte, cette théorie. Ça, c'est un, je dirais, c'est un virage considérable par rapport au structuralisme, et par rapport à tous les courants précédents. Et donc, les concepts et toutes les ramifications du post-structuralisme, parce que le post-structuralisme, c'est un bloc, ce n'est pas une école, c'est un bloc disparate d'ailleurs, plusieurs postures de post-structuralisme. Mais l'essentiel, il est là. Il est dit ici que les concepts que nous apprenons, ils sont de façon complexe, formés par la réalité dont dont le chercheur lui-même est un élément. Et donc, objet-sujet, cette séparation, elle est désuète pour une posture post-structuraliste. Et alors, regardez, quand on dit overdetermination implies the absence of a break between discourse and the objects of discourse, cela veut dire quoi, finalement? Que le discours a un pouvoir de, en quelque sorte, de shape, de donner une forme à la réalité. À la fois la perception ou les perceptions de la réalité et la réalité concrète en soi. Ça, c'est très important. Et ces implications méthodologiques sont considérables. Parce qu'à la fin, je vous poserai une question, peut-être à laquelle, si on a le temps, d'essayer de répondre ensemble. Donc, le discours, c'est important de souligner ça, un pouvoir de donner forme à la réalité. Donc, je ne vais pas citer les deux citations de Foucault, mais juste pour illustrer que Michel Foucault est l'un des, je dirais, des penseurs, des intellectuels qui ont influencé ce courant. C'est-à-dire,
pour le dire autrement, c'est la pensée foucaldienne a été adoptée, récupérée par des social scientists, aussi bien en sociologie qu'en anthropologie, qu'en économie, qu'en linguistique, pour élaborer une théorie post-structuralisme en sciences sociales. Et justement, marquant cette rupture avec le structuralisme de Claude Lévi-Strauss. Si on s'inscrit dans cette position foucaldienne, c'est-à-dire adoptée par certains social scientists, la question centrale qui se pose est comment un savoir devient possible à un moment donné, dans des conditions historiques spécifiques. On revient ici à la question des discours et l'importance des discours. Essentiel. Parce que quand on insiste sur l'importance des discours, ou quand on dit que les discours can shape the social reality, les répercussions méthodologiques sont énormes. Un deuxième point important, c'est-à-dire comment, comme je viens de le dire, un certain savoir devient possible dans un contexte historique particulier, donc l'importance du discours qui produit un phénomène, donc on peut étudier les discours pour comprendre certains phénomènes, certaines réalités historiques. C'est ce que Foucault fait, en étudiant des archives, des discours, et comment, à partir de ces discours, on essaie de comprendre certaines réalités sociales qui émergent dans un contexte historique possible. Autrement dit, certaines formes de discours donnent naissance à des formes de réalité spécifiques dans un contexte spécifique, historique et temporel. Deuxième point important, c'est que les post-structuralistes insistent sur la distribution sociale des pouvoirs qui est associée à ce savoir, discursif bien sûr, ce qui est devenu plus tard l'association pouvoir-savoir. Autrement dit, c'est-à-dire ce qui intéresse un post-structuralisme, in fine, c'est comment un certain savoir implique des pouvoirs et un pouvoir. Et pour étudier ces pouvoirs, ces formes de pouvoir, n'importe quel pouvoir, on doit aller étudier les discours qui ont rendu ces pouvoirs possibles dans cette société et dans ce contexte historique. On comprend d'emblée toutes les tendances post-structuralistes, par exemple, comme les Black Studies, Feminist Studies, Gender Studies, Post-Colonial Studies. Tous ces studies, en général, ont récupéré cette posture post-structuraliste parce qu'ils sont viscéralement intéressés par la question des pouvoirs. Et comment un certain pouvoir particulier, par exemple, comment un certain savoir colonial, un discours colonial, a rendu le pouvoir à certaines formes de domination, d'inégalité, d'injustice, de domination, d'équilibre, de déséquilibre. Donc ça, c'est important. Et pour faire ça, donc, on va étudier les formes des savoirs discursifs.
Ici, par exemple, how exactly do we come to believe what we hold as true? On va questionner même ce qui est la vérité des rapports sociaux établis, ce qui est devenu considéré comme une certaine réalité, une vérité. On va la questionner pour essayer de comprendre ses fondements discursifs, ce qui a rendu cette réalité telle qu'elle est, considérée comme véritable et réelle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas véritable et réelle en soi, mais ce sont des formes discursives, une certaine forme de discours qui ont rendu certaines formes de pouvoir, de domination, et qui ont influencé, et qui ont donné, et qui ont marqué à cette réalité qui est devenue de façon acceptée comme une réalité et comme une vérité. C'est-à-dire aussi comment des pratiques disciplinaires, ils ont participé à former nos croyances. Et à quel prix? Et donc, ce sont des pratiques disciplinaires. Pratiques disciplinaires à l'école, à l'asile, prison, toutes les pratiques disciplinaires. Et justement, Foucault, il est intéressé davantage par les pratiques disciplinaires, le pouvoir disciplinaire, qui va marquer ce qu'il appelle docile bodies, c'est-à-dire les corps dociles, qui va marquer les corps de telle manière qu'ils vont accepter certaines formes sociales comme réalité et comme vérité. Et l'intérêt du post-structuralisme est justement d'aller chercher ces formes de discours, ces formes de pouvoir, des savoirs-pouvoir qui rendent les choses comme elles sont. La question, pour finir, parce que... On ne voit pas la question. Zakaria, tu peux bouger la banderole? La banderole aussi écrit partage d'écran Microsoft, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? Si tu peux juste cliquer sur ça pour... Bon. Voilà, super. Bon. Alors, la question que je vous pose est peut-être pour ouvrir le débat, parce que c'est important, parce que le sujet, justement, est l'articulation entre théorie et méthodologie. Pour vous, pour nous tous, qu'est-ce que serait, on a vu pour l'évolutionnisme, on a vu pour le fonctionnalisme, le structuro-fonctionnalisme, le structuralisme, qu'est-ce qu'une ethnographie veut dire? Qu'est-ce qu'une ethnographie post-structuraliste dans ce sens? Avec tous les éléments que je viens d'élaborer. Donc, je pose la question, on va peut-être répondre pendant cette session de questions. Voilà, je m'arrête là et puis j'ouvre le débat. Si Hicham, tu veux ajouter des choses, préciser des choses, clarifier des choses qui étaient un peu obscures, que je n'arrivais pas à clarifier davantage. Et puis voilà, on a une demi-heure, on a largement le temps pour discuter et répondre aux questions. Oui, c'est super. Merci, merci Zakaria pour cette présentation très riche. Je crois que Zakaria a vraiment mis l'accent sur les différentes manières d'articulation entre les traditions théoriques, certes en anthropologie, mais aussi dans les autres disciplines des sciences sociales. Comment elles s'articulent, comment ces traditions théoriques s'articulent avec l'empirie de différentes manières, avec un aperçu historique aussi de comment cette articulation a évolué d'une tradition théorique à une autre, de l'évolutionnisme qui a traversé toutes les sciences, c'est pas que les sciences sociales, jusqu'au post-structuralisme qui justement introduit des notions critiques de la nature de la connaissance, c'est-à-dire dépasser la, la, la notion positiviste de la connaissance, donc la connaissance scientifique est indépendante des questions du pouvoir, des questions
comment dire, ce qu'on appelle l'inégalité épistémique, etc. C'est-à-dire que, comme Zakaria l'a bien expliqué vers la fin de la présentation, c'est que comment ce qu'on appelle post-structuralisme, on peut ajouter un S au post-structuralisme, comment peut-on prendre en compte euh, cette critique euh, euh, de la manière de faire la science aujourd'hui dans le travail de terrain, ethnographique en particulier, mais aussi les autres manières de faire du terrain. Je crois que si j'ajoute une chose, s'il y a une chose à ajouter, ce serait que l'articulation entre la théorie et l'empirie, c'est-à-dire comment on utilise les deux, comment ils interagissent, dépend justement de l'approche méthodologique choisie par le chercheur ou la chercheuse. On avait parlé la semaine dernière de la démarche hypothéco-déductive qui consiste à transposer la théorie dans l'empirie, dans ce qu'on appelle le terrain en général, pour tester des hypothèses déduites de la théorie. La deuxième démarche qui articule différemment la théorie et l'empirie est la démarche inductive, qui, comme on l'a vu la semaine dernière, qui consiste à développer des interprétations euh, qui sont fondées sur des observations empiriques avec l'objectif ultime de développer une vision théorique, c'est-à-dire développer une nouvelle explication ou une nouvelle interprétation d'un fait donné. Sinon, il y a dans la littérature, il y a plusieurs chercheuses et chercheurs qui font fonctionner simultanément les deux approches, hypothéco-déductive et inductive. Donc, sans plus tarder, je crois qu'il y a quelques questions posées tout à l'heure. Donc, je ne sais pas, Zakaria, si tu as pu consulter les questions ou bien tu veux que je les lise pour toi. Alors, je commence par la dernière question. La conceptualisation se fait alors à la suite de la définition d'un modèle. Ça, c'est une question. Existe-t-il des concepts théoriques, entre parenthèses, définition issue de la revue de la littérature, et des concepts empiriques, entre parenthèses, définition issue des acteurs ou de la situation sur le terrain? Ça, c'est la première question. Je suis en train de la lire parce que c'est pas clair dans ma tête la question. C'est-à-dire? Mais l'élaboration du modèle, tout en soi, c'est un processus de conceptualisation. C'est la conceptualisation en soi, l'élaboration d'un modèle. Il se fait à partir de concepts. Donc le modèle, c'est une conceptualisation en soi. Oui. Est-ce que la suite des définitions d'un modèle? Ben oui, parce que c'est le processus de conceptualisation élabore le modèle et le modèle permet de conceptualiser la réalité sociale. Donc c'est un système de permet de comprendre, d'appréhender la réalité sociale en mobilisant le modèle conceptualisé. Existe-t-il des modèles, des concepts théoriques et des concepts empiriques? Et alors, oui, bah, ça dépend aussi des courants théoriques. Certains courants théoriques qui essaient justement d'élaborer les concepts à partir de l'empirie, à partir de l'interaction avec les acteurs. Mais je crois
c'est souvent très délicat et c'est souvent une opération souvent vouée à l'échec. Parce que si on prend par exemple des modèles qui essaient de donner de l'importance à l'acteur ordinaire, hein, et à la vie ordinaire, hein, de mettre l'acteur au centre de tout, par exemple ce qu'on appelle l'hypnométhodologie, les concepts en général n'émanent pas de cette interaction sociale de l'empire. Les concepts émanent justement des théories, ce sont des concepts élaborés à partir des philosophies, hein, notamment, j'oublie toujours le nom, de, comment il s'appelle, Hicham, philosophe allemand, qui a Euh, une méthodologie. Comment? Wittgenstein. Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein. Et donc, voilà, c'est délicat. Mais il y a justement, cette tendance que parfois, surtout de certaines tendances post-structuralistes, il essaie de donner, par exemple, l'un des courants post-structuralistes, ce qu'on appelle le courant ontologique ou ontological turn ou la political ontologie, c'est justement de cette tendance post-structuraliste, il émane justement de cette notion que les concepts, on peut élaborer les concepts indigènes. Ce sont des concepts indigènes, donc ce sont des concepts empiriques. Hein, et pour contrer justement une conceptualisation théorique hein, élaborée par des intellectuels, ce qu'ils appellent les intellectuels de la modernité. Donc, mais ça reste quand même, je dirais, pour moi, c'est pas des concepts empiriques à partir du moment où l'objectif est déjà donné, c'est-à-dire l'ethnographie a une visée stratégique, c'est-à-dire de déconstruire la modernité. Et à partir de là, on va chercher tout ce qui, dans cette empirie, peut remplir cet objectif. Donc, c'est assez délicat. Mais je crois que c'est une tendance, mais ça reste quand même une tendance limitée. Si tu peux ajouter quelque chose, Michel, sur cette question. Oui, oui, j'ajouterais juste que ce serait misleading, comment dire misleading, en déroutant de, de distinguer entre concept théorique et concept empirique, parce il y a qu'un seul concept, le concept qui commence au niveau abstrait et qui devient de plus en plus précis en le faisant travailler sur un terrain empirique. J'avais donné l'exemple la dernière fois d'un concept abstrait qu'on appelle pauvreté, ou bien bonheur, ou bien justice, etc. Ce sont des concepts abstraits. Et plus on descend vers le niveau empirique, plus ces concepts portent un contenu empirique très précis pour justement les faire fonctionner, pour expliquer un fait donné à la lumière, comme l'a dit Zacharia, d'une tradition théorique. Voilà. Donc, Pour revenir, par exemple, au courant ontologique, alors certaines positions dans ce courant définissent l'anthropologie, hein, comme la production de concepts pour contrer la modernité et l'hégémonie. Donc la production de concepts. Anthropologie, c'est la production de concepts. L'idéal, c'est de produire ces concepts à partir des concepts locaux, hein, à partir de la mythologie locale amérindienne, par exemple. Comme exemple, si on prend l'exemple de Vivero de Castro, il est l'un des chantres du perspectivisme ou de l'ontologisme en anthropologie. Mais
on trouve, on est toujours, ça reste un vœu, parce que toujours on se rattrape sur des concepts élaborés, de façon élaborée justement, parce que élaboré et justement par cette modernité hégémonique pour essayer de la comprendre. Donc ça, c'est pour illustrer ce que Hicham vient de dire, c'est que c'est un paradoxe. Alors, Zakaria, il y a eu une autre question, je crois par rapport à la partie où tu as abordé le structuro-fonctionnalisme. La question est la suivante. On est d'accord que ce but ultime dont vous parlez correspond à celui du structuralisme et non du structuro-fonctionnalisme. Je n'ai pas compris la question. C'est-à-dire, à un moment donné, tu parlais du but ultime de l'ethnographie et ce n'était pas clair, est-ce que ça portait sur le structuralisme ou bien sur le structuro-fonctionnalisme? Le but ultime de quoi? Faire quoi? C'est quoi le but? Le but, c'est dans la présentation. Dans la présentation, je sais, c'est Kenza. Kenza. Tu peux expliquer moi la question plus? Kenza, vous pouvez activer le micro pour expliquer votre question? Oui, Oui, vous allez-y. m'entendez? Allez-y, oui, oui. J'essaie de retrouver le but ultime, c'était dans découvrir les universaux de l'esprit humain. À un Mais moment, je ne sais ça, pas si c'est on le parlait structuralisme. du structuro-fonctionnalisme ou on parlait du structuralisme, justement, parce que vous êtes passé de l'un à l'autre. Sinon, bien sûr que c'est le structuralisme. Le structuro-fonctionnalisme, c'est des organisations sociales. Et à partir de là, on élabore une structure. Et c'est toujours, on n'élabore jamais, on n'élabore jamais, on n'élabore jamais une structure. Toujours à l'esprit à l'observation, élaborer une structure applicable à cette réalité sociale observable. D'accord. Je vous remercie. Donc, c'est le structuralisme. Et d'ailleurs, c'est le structuralisme en économie, mais aussi en psychanalyse, partout. En psychanalyse, à partir du moment où on comprend comment fonctionne le subconscient, donc on peut appliquer le modèle et pour comprendre toutes les, je dirais, tous les dysfonctionnements psychologiques, toutes les illusions, les delusions, les hallucinations, tout ce qu'on peut considérer comme dysfonctionnement psychologique. Donc, mais à partir de structures fondamentales élaborées qui reflètent le fonctionnement de l'esprit humain et non pas le fonctionnement de la société. Oui. N'hésitez pas à activer le micro pour poser une question orale aussi, si vous en avez. En attendant, Zakaria, je te lis une question. Quand vous dites le modèle vient de l'intuition, de l'esprit humain, donc ça c'est par rapport à l'approche structuraliste. Donc c'est l'ensemble des interactions des acteurs sur le terrain qui définissent le modèle de fonctionnement à considérer pour la recherche. Que fera après l'objet de l'analyse? Qui fera après l'objet d'analyse théorique où l'on voit? Parce que c'est pas très clair. La question n'est pas très claire. Vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît? Tahiri Hassin Tsoua. Vous pouvez activer. Oui, Allez-y. vous m'entendez? Oui, Merci allez. beaucoup. Bon, ce que je voulais demander, c'est que lorsque vous avez parlé de l'intuition et de l'esprit humain, que le modèle vient de ces deux éléments-là. Donc, c'est l'ensemble des interactions des acteurs sur les terrains qui définissent alors le modèle de fonctionnement à considérer pour la recherche. Que par la suite, on va analyser, qu'on va ensuite sortir des conclusions pour la recherche. Merci. C'est tout le contraire. Par rapport, moi je vais faire aucune
Zakaria, J'ai entend du mal à entendre. Zakaria? Oui, oui, oui. Ouais, là, c'est mieux. Bah, j'aimerais préciser, moi je présente de façon, j'essaie d'être objectif en présentant des postures différentes. Moi, je ne défends aucune posture. Ça, c'est une précision qui s'appelle. Deuxièmement, c'est tout le contraire de ce que je viens de dire par rapport au structuralisme. Le structuralisme, justement, le modèle ne mène pas des interactions sociales. Le modèle permet de comprendre certaines interactions sociales. Par exemple, en prenant l'exemple de Lévi-Strauss, il n'a pas besoin de... Parce que Lévi-Strauss, il a étudié les mythes. On revient à la question du discours. Et là, du langage, plutôt. La question, ce n'est pas d'aller collecter comme a fait Boas. Boas, il a collecté un nombre considérable de mythes. Parce que Boas, il s'inscrit dans une autre posture culturaliste, donc relativiste. C'est-à-dire que des discours reflètent une réalité sociale particulière. Ils n'ont pas un universel. Donc, Boas. Lévi-Strauss, il va venir, il va étudier tous les mythes qui ont été collectés par Boas, par exemple. Et non pas pour dire qu'il y a un relativisme culturel, il y a des réalités culturelles différentes, et que ces mythes reflètent. Non, il va étudier un ensemble de mythes, un nombre restreint de mythes. Il va en faire sortir un langage universel, ce mythe. Faisant des oppositions, par exemple, quand le mythe dit ça, ça veut dire ça, et donc on va donner un signe, et on va prendre un autre mythe et on va le mettre en opposition. Et donc ce mythe est en opposition avec ce mythe. Donc le haut, ici ils disent le bas, ici ils disent la mer, ici ils disent la montagne, ici ils parlent du cru, ici ils parlent du cuit. Donc il va chercher des oppositions entre deux mythes, qui est parlé dans deux sociétés, dans deux groupes adjacents. Il va prendre ces deux mythes, ou bien un petit groupe de mythes, il va les analyser, il va en ressortir les oppositions et les symétries, et il va dire, ah, voilà comment fonctionne l'esprit humain, et à partir de là, on peut expliquer tout l'ensemble des mythes dans toute la région, qui a été étudiée par exemple, par Boas. Donc, c'est deux postures différentes. Donc, il va élaborer un modèle, et à partir de là, une fois qu'il y a un autre mythe qui vient de loin, il va l'insérer dans ce modèle, il va dire, voilà, ce mythe applique ça, il veut désigner la même chose que ça, ou le contraire de ça. Donc, c'est un modèle dans l'esprit. C'est-à-dire comment fonctionne l'esprit humain. L'esprit humain fonctionne par opposition, par symétrie, par asymétrie. Et donc, le langage mythique reflète le fonctionnement de l'esprit humain. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher tous les mythes. On a besoin de comprendre quelques mythes pour aller chercher comment fonctionne l'esprit humain, et à partir de là, on peut expliquer les autres mythes. Donc, c'est ça. C'est exactement ça. Le structure-fonctionnalisme, c'est tout le contraire. Tout le contraire. Donc, par exemple, prenons, pour donner un exemple transversal, la magie. Et pour illustrer, parce qu'il y a une question qui dit que les concepts relations présentés aujourd'hui par le prof me paraissent un peu difficiles. Voilà. Donc, je donne l'exemple de la magie. La magie. La magie, par exemple, dans une posture évolutionniste, la magie, c'est une religion ancienne qui a survécu. Parce que la religion a évolué aussi. Et le monothéisme, par exemple, pour certains chercheurs, le monothéisme représente l'étape finale de l'évolution de la religion. La magie représente l'une des premières étapes primitives. Et comment expliquer que la magie persiste encore aujourd'hui dans des sociétés, partout dans le monde? L'évolution, c'est une survivance. C'est quelque chose qui a survécu comme un fossile, qui a pu survivre. Il ne va pas s'intéresser pourquoi il a survécu, est-ce qu'il a une fonction qui est remplie dans la société actuellement? Non. Il va l'étudier pour comprendre comment des sociétés anciennes, comment les religions anciennes étaient. Ça, c'est l'évolutionnisme. C'est une survivance. Le fonctionnalisme,
Il va dire non, à partir du moment que la magie, elle est là, ça veut dire qu'elle remplit une fonction qui est utile à la société. Donc, elle a une fonction sociale importante. Donc, je vais l'étudier comme une institution qui a une fonction sociale importante. Le structure-fonctionnel, c'est-à-dire que c'est une institution importante, mais on ne peut pas dissocier cette fonction, cette institution, la fonction qui est la magie, des autres institutions, c'est-à-dire la religion monothéiste, la religion polythéiste, c'est-à-dire la parenté, c'est-à-dire l'économie. Donc, il va essayer d'associer cette institution avec les autres institutions pour comprendre comment elles forment système et structure. Et essayer de la comprendre dans cette structure. Mais à partir de l'observation, la magie pour un structuraliste, ce n'est ni une évolution, une survivance, ce n'est ni une fonction. C'est une structure mentale. Elle reflète comment l'esprit fonctionne. D'ailleurs, Lévi-Strauss parle de l'esprit magique. Il y a l'esprit magique. Humainement, c'est-à-dire l'esprit humain, il a un côté, un esprit magique. Il fonctionne de ça. Il va essayer de comprendre quelle est la disposition de l'esprit qui permet de comprendre la magie. Il va étudier la magie comme on va étudier, par exemple, un mythe. Il va essayer d'étudier les structures élémentaires pour comprendre les autres pratiques magiques. Et il va essayer de l'appliquer aux autres magies. Mais pour le post-structuralisme, ici, on en vient à la question que j'ai posée à la fin. Qu'est-ce qu'est l'ethnographie? Qu'est-ce qui l'intéresse? Le discours magique. Le discours magique est porteur d'une relation de savoir par pouvoir. Il reflète des relations sociales de pouvoir. On va essayer de comprendre comment, d'ailleurs, la magie reflète des formes de domination, soit par rapport à une norme religieuse dominante, le monothéisme par exemple, soit par rapport à la question de genre, pourquoi les femmes davantage vont faire de la magie ou bien les hommes ou bien certaines catégories sociales. Donc il y a un rapport social de domination qui permet d'expliquer la pratique magique. Et donc on comprend avec cet exemple transversal, comprend comment les postures théoriques reflètent des postures méthodologiques différentes. Oui, il y a eu un commentaire. Abdelkbir Ammar, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Vous dites que les concepts qui nous sont présentés aujourd'hui sont difficiles. Est-ce que vous pouvez... C'est ça, oui. Abdelkbir Ammar, oui. Mais je viens de... Oui. J'ai répondu à cette question. Ah, il dit que les concepts sont difficiles. Ils sont toujours difficiles, les concepts. Toujours. Bonjour, professeur. Bonjour, c'est Ammar. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit dans ma question ou mon commentaire, effectivement, par rapport aux deux précédentes conférences qui étaient assez logiques, assez compréhensibles, j'ai trouvé aujourd'hui que la présentation du professeur Zakaria comme étant vraiment très riche sur le plan théorique. Je n'ai pas, par le passé, eu l'occasion de manipuler un certain nombre de choses, donc de concepts, de choses sur l'ethnographie. Mais l'explication que vous avez donnée à la fin sur la magie m'a permis un peu de me resituer, mais cela ne m'empêche pas encore de demander ce que j'ai demandé. Et si les supports seront mis à notre disposition, s'il est possible, bien sûr, ça serait encore mieux et ça nous permettra de creuser, de revenir sur un certain nombre de choses. Merci beaucoup et j'ai appris beaucoup de choses avec vous. Merci. Oui, merci à vous. Bien sûr, les supports sont toujours partagés par la direction de l'EMIA. Je crois que Rania est là. On vous invite aussi à visionner
les vidéos de la séance organisée l'année dernière, qui a Inch'Allah, plus de détails. Inch'Allah. Elle porte sur quoi votre recherche, M. Ammar? Moi, je suis, moi, je suis agronome et je suis maintenant inscrit en géographie. D'accord. Et justement, je vais travailler, Inch'Allah, je suis en train de travailler là-dessus, sur le patrimoine agricole et comment peut-on le conserver et assurer sa durabilité. Et quand Ok. on parle de patrimoine agricole, bien sûr, c'est tous les systèmes anciens, aussi bien évidemment dans notre pays, qu'il est vraiment dans la richesse sur cet aspect n'est pas à démontrer, mais également à travers le monde sur un certain nombre de pays qui sont très riches aussi. Alors, Parfait. méthodologiquement, la question qui se pose, c'est Ammar. Ah, c'est dit. Il y a, est-ce que tu vas étudier un patrimoine particulier, spécifique, de façon approfondie, ou bien est-ce que tu vas surveiller les patrimoines? Ça, c'est la question. Non, non, non. Non, non, c'est déjà fixé. On va travailler sur le patrimoine agricole dans l'oasis de Figuig, Inch'Allah. Ah, donc l'ethnographie s'impose. Tout à fait. Exactement, tout à fait. L'ethnographie, Et professeur, encore pour être plus précis, vous savez bien que l'oasis de Figuig a fait l'objet de beaucoup de travaux. Il y a une richesse énorme sur ces aspects, mais moi je vais essayer, et là je voudrais avoir votre avis aussi. On a pensé que quand on parle de durabilité, je me suis dit qu'on s'inscrit dans l'évolution et dans le futur. Et pour assurer cette durabilité, on va voir comment la jeunesse, nos jeunes Marocains, nos jeunes Figuigui, aussi bien femmes que hommes, sont prédisposés à assurer la relève de leurs parents, évidemment, dans ce contexte mouvant, encore compliqué par la pandémie, avec le retour et les réflexions qui sont faites pour le retour aux sources. Donc, tout ça va nous permettre de voir un peu comment pensent les jeunes reprendre et assurer la durabilité de leur oasis. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Ammar. moi, s'il y a un conseil que je peux vous donner, sur Ammar, Oui, c'est dit. que durabilité et tout ça, il ne faut pas les prendre pour des acquis, pour argent comptant. Oui, Il faut les vérifier. oui, tout à fait. Mais parce que c'est un discours qui devient un peu très courant, il faut Oui, les questionner. Ah. Et il faut ici s'inscrire, je dirais, dans une posture post-structuraliste. Comment ce discours dominant est devenu dominant? Ah. Et est-ce qu'il reflète vraiment une réalité sociale, quelque part? oui, Et ça, c'est important. Pourquoi toi, tu vas faire une étude ethnographique dans un contexte bien spécifique, l'oasis de Figuig? Je oui, crois la question de durabilité, tu la laisses émerger du terrain, oui. pas l'imposer d'emblée. Ah oui, Pas l'imposer comme un fait, mais comme peut-être la trouver comme un résultat. Et là, tu parlais avec les jeunes, tu fais une étude comparative avec certaines catégories d'âge, tu fais des oui, observations et tu fais tes entretiens avec transgénérationnels. Et pour tout à voir fait. le sens que prend la durabilité pour le gens et non pas pour l'administration. Oui, évidemment, tout à fait. C'est ça l'objectif. L'administration et les institutions, aussi bien les officiels que les ONG, que les autres opérateurs qui interviennent dans l'OASIS, on va leur demander comment ils peuvent aider. On vous a perdu. Il y a quelqu'un qui a levé la main, je ne sais pas qui. Oui, Zakaria, je crois qu'on peut prendre encore une ou deux questions orales. Il y a une main levée, j'ai vu une main levée. Ah bon? Oui.
Oui, Madame Amina. Oui, Allez. Bye. oui, bonjour. Merci pour votre présentation, professeur Rani. Ma question se pose sur si on veut faire une ethnographie au sein d'un organisme, type d'association, mais à la fois qui a un rôle de mouvement. Parce que déjà, le cas de... Je veux travailler sur le cas de le mouvement islamique Harakat Tawhid al-Islah de PGD, sur leur travail sur la question de la déradicalisation. Alors que déjà, j'ai rassemblé plusieurs informations et aussi j'avais déjà des observations parce que déjà, j'ai participé dans quelques activités, ça fait 7 ans. Et j'ai un problème, comment bien sûr profiter et travailler sur les anciennes informations que j'ai, les observations que déjà j'ai citées, et puis ce que je veux faire maintenant comme un plan ethnographique. Est-ce que je dois préparer une fiche parce que c'est ma première expérience de travailler ce type d'ethnographie. Merci. Je crois qu'on a eu une question similaire la semaine passée, Hicham. Oui. Une question similaire. La réponse était, Hicham et moi, on avait répondu presque la même chose, c'est que ces données qui sont anciennes de 7 ans, c'est-à-dire, je ne sais pas, personnellement, moi je ne l'utiliserai pas comme données de première main, c'est-à-dire comme... Mais je les utiliserai dans l'interprétation et l'analyse des données. Je peux les mobiliser quand je commence à analyser, et pour faire une comparaison avec ce que vous avez observé il y a 5 ans. Mais on ne peut pas les utiliser comme des données qui font partie du corpus actuel de ta recherche. Deuxième question. Alors, la politique de déradicalisation chez Tawhid al-Islah. La politique de déradicalisation, qu'est-ce qu'on peut observer ici? Ce qu'on peut observer, c'est leurs pratiques, leurs actions. Qu'est-ce qu'ils font? Quelles sont les actions qu'ils font? Est-ce qu'ils vont dans les prisons? Est-ce qu'ils font de la prêche, ce qu'on appelle le muraja'at? Ils participent à ce processus de muraja'at qui se fait dans les prisons. Est-ce qu'ils font régulièrement dans des lieux pour participer de façon? Ou est-ce que seulement ils produisent des discours? C'est ça la question qu'il faut cerner. Est-ce qu'ils produisent sûrement des discours sur la question? Ou est-ce qu'ils pratiquent, hein, ils pratiquent des choses, ils déploient un dispositif de déradicalisation pratique, ou est-ce que les deux? Donc ça, c'est la question importante à savoir. Donc s'ils font des pratiques, il faut absolument les observer, c'est-à-dire déradicaliser, c'est-à-dire parler aux jeunes. Est-ce que, par exemple, est-ce qu'ils ont des sites? Est-ce qu'ils ont ils organisent des conférences? Est-ce qu'ils organisent des workshops régulièrement? Ou est-ce que seulement des discours dans des journaux ou dans des, je dirais, dans Nedawet, dans des débats? Donc, je ne sais pas, moi, je n'ai pas suivi la question, mais il faut cerner déjà ça. S'ils font les deux, tant mieux. Donc, il faut observer ce qu'ils font et entendre ce qu'ils disent et analyser leur discours et voir leur pratique. C'est ce que moi, je ferai. Oui, d'accord, merci beaucoup. Bien sûr, tout en contrastant ça avec ce que les autres acteurs qui sont mobilisés dans ce processus de déradicalisation. Al-Rabita, par exemple, etc. Oui, exactement. Donc déjà, j'ai commencé par le travail sur la documentation de la Rabita et aussi quelques associations qui sont impliquées d'une manière directe dans la question de radicalisation auprès des jeunes.
Et puis maintenant, je veux justement concentrer sur le cas du mouvement parce que déjà, il y a double casquette politique et religieuse à la fois. Voilà. Oui, il y a une question de Khadar Sana. Vous pouvez activer votre micro? Il y Comme ça, a une question. allez-y. Activez votre micro. Sana. Je travaille, on peut lire sa question. Elle a Ok. elle a un problème de micro. Oui. Elle travaille sur le comportement vestimentaire des femmes voilées et il pose la question, est-ce que je suis dans une approche ethnographique? Oui, quand on étudie les comportements, bien sûr. Je dirais c'est ethnographie. Écoute, l'ethnographie, c'est pas de l'anthropologie. Pour être sûr, l'ethnographie, les sociologues font de l'ethnographie. Bourdieu, il a fait de l'ethnographie, c'est un sociologue. Il a fait de l'ethnographie. Donc l'ethnographie, les sciences font de l'ethnographie, certains économistes font de l'ethnographie, certains qui font du management de la gestion font de l'ethnographie. Donc l'ethnographie, c'est une approche qualitative, hein, pour approcher certains phénomènes, hein, sociaux, ou bien certains phénomènes socioculturels. Ici, on est dans un phénomène socioculturel, le comportement vestimentaire des femmes dans l'État. Mais le comportement, déjà dit, on n'est pas le discours, on ne travaille pas sur le discours sur le vestimentaire, mais c'est des comportements vestimentaires. Bien sûr qu'on est dans une approche ethnographique. Moi, je dirais que c'est une approche purement ethnographique. Oui. J'avais une étudiante hollandaise qui voulait travailler sur tout le contraire, le comportement des autres liés à des femmes qui sont habillées de façon très moderne. Et donc, elle a choisi un quartier populaire, le Medina al-Dakhel, et à chaque fois, elle-même, elle s'habille différemment à chaque fois. Hein, et elle enregistre, hein, les réactions des autres par rapport à elle. Soit harcèlement, soit agression, soit regard, soit invitation, hein, tous les comportements. Donc ça, c'est une approche ethnographique. Mais elle a fait vraiment, elle était même devenue l'objet de sa propre étude, elle-même. Donc elle s'est observée elle-même en observant les autres l'observer. Donc ça, c'est l'ethnographie poussée, vraiment ce que les ethnométhodologues appellent becoming the phenomenon, devenir le phénomène lui-même étudié. Donc, mais étudier le comportement ici, je crois, on est dans une approche ethnographique. Et donc, l'observation s'impose. Qu'est-ce qu'on entend par comportement? Moi, j'ai du mal à... qu'est-ce qu'on entend par comportement? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut observer dans ce comportement? Oui, parce que dans le domaine du marketing, certains chercheurs et chercheuses ont tendance à utiliser des questionnaires. Mais si vous travaillez sur le comportement vestimentaire, c'est-à-dire comment les gens s'habillent, c'est ça? Comment les femmes voilées s'habillent, leur choix vestimentaire, etc. Donc, je pense, comme l'a dit Zakaria, En marketing. C'est en marketing. Oui, elle est en marketing. Donc, ils utilisent beaucoup les méthodes quantitatives qui sont bien si on veut mesurer les attitudes d'une partie de la population par rapport à quelque chose. Mais l'approche ethnographique est définitivement... Ça serait original d'introduire l'approche ethnographique au marketing ici parce qu'on est censé étudier le comportement des gens concernés. En même temps, les observer et les interviewer. Oui, elle parle de modest fashion. Je ne connais pas ce concept de modest fashion. Mais Darsana, Zakaria, il demande les coordonnées de la chercheuse hollandaise.
Donc, Oui, il peut t'écrire un email plus tard. oui, bien sûr. Bien sûr. Ok, donc, Mode ouais, je, modeste fashion, c'est mode pudique, elle a dit. pudique. Et mon client, là, bah oui, une dimension religieuse. Le, D'accord. le problème avec, Il n'y a pas que ça, hein. Il y a des femmes voilées qui portent des habits de luxe, de différentes couleurs, très jolis, etc., qui se maquillent. Si vous allez dans le nord, le mode vestimentaire des femmes voilées, entre guillemets, n'a rien à voir avec cette partie ouais, du marché. je vais aller chercher aussi une autre étudiante, justement, elle travaille sur la question de la mode liée au port d'ivoire. Mhm. C'est en anglais. Je vais essayer de trouver cette étudiante qui a fait une petite étude justement sur ça, mais elle a fait quelques entretiens, et elle n'a pas fait d'observation. Elle a fait quelques entretiens et elle a étudié les magazines aussi, certains magazines. Alors ici, par exemple, on peut élargir le champ d'observation. On peut observer, demander à faire des entretiens, mais aussi aller dans les boutiques, un- les boutiques qui vendent ce genre d'habits et faire des entretiens avec, par exemple, les vendeurs aussi. Observer quels sont les clients, la clientèle, mais aussi des entretiens avec les vendeurs pour voir quelles sont les catégories, le type de femmes qui viennent chercher ce type de vêtements. Il y a plein de choses à faire. Alors, j'ai posté ton adresse email, Zakaria. Oui, oui, oui. J'ai une proposition par rapport à la séance de la semaine prochaine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, puisqu'il y a déjà l'enregistrement des deux séances, celle de Zakaria et la mienne, celle de Zakaria qui porte sur Ontological Term et la mienne qui portait sur les mutations épistémiques du début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Si vous pouvez visionner ça, on peut consacrer la prochaine séance à discuter davantage de ce genre de questions par rapport à vos propres objets de recherche, n'est-ce pas? Tu en penses quoi, Zacharia? Ça serait une bonne idée, oui, bien sûr. Parce que je vois qu'il y a un besoin de discuter des projets de recherche des participants et participantes, comme on l'a fait aujourd'hui avec deux, trois personnes. Donc, si vous voulez, vous pouvez visionner les deux vidéos, les dernières, et on consacre la séance à discuter davantage des questions pratiques sous forme semi-workshop, on va dire. Oui, oui, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée, et puis peut-être on abordera d'autres questions. Oui, mais est-ce que vous êtes d'accord, participants et participantes? Ah, c'est eux qui vont. Oui, bonne idée. Ouais, ouais, donc, on verra. Donc, vous postez ce que vous en pensez, et puis on décidera. Ok. OK? Oui, je crois que Je te dis à la prochaine semaine. mhm. Pour la séance du vendredi, donc il y a un homework, c'est de visionner les deux vidéos qui portent sur les nouvelles tendances théoriques et on consacrera la présentation, la séance à discuter de vos projets directs. Voilà, ceux qui ont répondu, ceux et celles qui ont répondu sont intéressés. On ne sait pas trop pour les autres. OK, très bien. Il nous reste 3 minutes, Zacharia, pour boucler. Bah, c'est bon, on a terminé. Je crois qu'on a dépassé le temps 15 minutes de plus. On a fait 15 minutes de plus. Rania, Rania, tu es là? Oui, oui, je suis là. Très bien. Donc, en ce qui nous concerne, c'est bon. Donc, Je pense que je vais envoyer à nouveau les liens des vidéos, comme ça tout le monde pourra visionner pour la séance prochaine. tout à fait. Oui, oui.
Super, parce que je vois que tout le monde est intéressé par l'idée de consacrer la séance de la semaine prochaine. Voilà, consacrer plus de temps aux questions et oui, ça fait mieux. Très bien. Le vote continue, donc tout le monde, pratiquement tout le monde est d'accord, tous ceux qui ont écrit. OK. OK. Très bien. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci à vous, professeur. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Voilà. Tchuss. Bis.